Voilà, je m'appelle Christophe Dejour, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai la responsabilité d'une chaire qui s'appelle Psychanalyse, santé, travail. Ce que l'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est une aggravation progressive des pathologies mentales en rapport avec le travail. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans les autres pays européens, c'est vrai dans l'ensemble des pays dits développés, jusque y compris aux États-Unis. Bon, il y a des études qui sont faites là-dessus à grande échelle, avec des méthodologies assez différentes d'un pays à l'autre, et qui aboutissent en gros à considérer que le stress au travail, puisque c'est la terminologie qui est quand même le plus souvent admise au plan international, plutôt que celle de santé mentale au travail, le stress au travail donc générerait des coûts très importants de l'ordre de, selon les pays, de 3 à 6% du produit intérieur brut. Ce sont des sommes énormes, monstrueuses, qu'on n'avait évidemment pas du tout atteintes dans les décennies précédentes. Donc il y a objectivement des indicateurs qui montrent que le problème devient de plus en plus sérieux. Alors, les pathologies augmentent, et parmi ces pathologies, il y en a donc une qui est particulièrement préoccupante et qui, à mon sens, marque un tournant quand même qualitatif, c'est l'apparition des suicides et des tentatives de suicide jusque sur les lieux de travail. Et ça, c'est nouveau, que ça n'existait pas par le passé. Donc c'est qualitativement un saut, si vous voulez, quelque chose de nouveau qui est apparu. On sait qu'il n'y avait pas de suicide sur les lieux de travail, en tout cas qui n'était absolument pas repérable jusqu'à présent, parce que nous avons une médecine du travail en France qui est instituée depuis 1946 avec des associations scientifiques, des archives des maladies professionnelles. Et donc on sait très bien l'état des lieux, si vous voulez, en matière de rapport entre conditions de travail, santé du corps, organisation du travail, santé mentale. Et il n'y avait aucune publication sur ce thème jusque donc au début au début du siècle, du 21e siècle, c'est-à-dire en gros c'est 2000. On commence à en parler un tout petit peu et que c'est devenu en fait un fait patent, en fait à mon avis depuis déjà une douzaine d'années, mais en réalité reconnu, si vous voulez, lancé comme préoccupation dans l'espace public seulement depuis 2 ans, c'est-à-dire 2007, à la suite des séries de suicides qui se sont produits dans le secteur de l'automobile et qui ont été donc relayés fortement par les journaux, les médias, les journalistes. Voilà. Je pense que ces nouvelles méthodes de management, d'un côté, elles permettent de tirer une productivité très accrue, mais elles détruisent la santé mentale des travailleurs progressivement. Et ce sont ces nouvelles formes d'organisation du travail qui affaiblissent les possibilités défensives, les possibilités adaptatives des travailleurs vis-à-vis des contraintes exercées par l'organisation du travail. Donc, renvoyer les choses à une sorte de terrain individuel, de fragilité individuelle, de vulnérabilité individuelle, de prédisposition personnelle est à mon avis facile à démonter scientifiquement aujourd'hui. On a largement les moyens de le faire. C'est faux. Et du coup sont fausses aussi, ou sont erronées, si vous voulez, les mesures qui sont le plus souvent prônées pour lutter contre notamment le suicide au travail, mais aussi pour prévenir l'ensemble de la dégradation de la santé mentale au travail, qui sont essentiellement des préconisations individuelles de type gestion du stress, avec toute une série de choses, la relaxation, le zen et toute autre combine, excusez-moi pour le terme un peu péjoratif, mais enfin, qui sont essentiellement orientés vers les individus, alors même que les pauvres, dans la majorité des cas, ils font quand même le maximum. Bon, là, on voit quand même une transformation radicale du monde du travail, et la solitude a fait son entrée avec son cortège d'angoisse, de peur, et surtout la solitude. C'est cette solitude qui est l'élément intermédiaire fondamental de l'aggravation des pathologies mentales dans le travail. C'est dans cette isolation progressive, dans cette
solitude imposée finalement à tout le monde que réside la dissolution, la déstructuration de toute une série de ressources défensives qu'on appelait les stratégies collectives de défense, qui étaient quand même très puissantes et qui ont très bien fonctionné, et qui ne permettaient pas de tout traiter, mais qui permettaient de traiter beaucoup plus de souffrances autrefois qu'aujourd'hui. Nous sommes dans un véritable désastre humain du monde du travail, de mon point de vue, dont les suicides sont la marque la plus patente. On ne pourra jamais avoir quelque chose de pire que ça. Si on peut avoir des suicides de masse, c'est-à-dire une plus grande quantité de suicides. La deuxième chose qui risque d'alerter, qui risque de gêner beaucoup, c'est si c'est cette violence qui, aujourd'hui, se retourne essentiellement contre les sujets eux-mêmes, par désespoir, ils viennent à commettre des tentatives de suicide ou à se suicider. Si cette violence se retourne maintenant contre l'organisation, contre l'entreprise, et qu'on commence à avoir des actes de sabotage graves ou des actes de violence graves, et à mon avis, ça risque d'arriver, parce que les gens sont à un point d'exaspération qui fait que là, vous savez, les décompensations, on ne peut pas très bien prévoir dans quel sens elles vont tourner. Ça peut être encore, d'une certaine manière, plus spectaculaire, mais je ne sais pas si ce sera plus spectaculaire. Pour moi, rien n'est plus spectaculaire et plus impressionnant que de voir des gens se suicider sur leur lieu de travail. C'est effarant, si vous voulez, et que tout le monde ne s'arrête pas immédiatement de travailler pour s'interroger sur ce qui vient de se passer et trouver les solutions adéquates me paraît être un tournant aussi, cette fois-ci non plus seulement des conditions de travail, mais un tournant social, un tournant dans le sens commun, un tournant dans le sens commun de la justice, si vous voulez. Si on ne s'arrête pas sur les suicides, d'une certaine manière, on les banalise, on les accepte. On les tolère, comme si ça faisait partie. Et bien des gens aujourd'hui pensent qu'il est normal qu'on se suicide au travail. Moi, je trouve ça invraisemblable. Il y a certainement des moyens de transformer ça et d'empêcher que ce suicide se produise, pas par des approches individuelles, mais bien en renouant avec la question du travail, en réintroduisant dans le travail ce qui permet aux gens de travailler ensemble. Parce que travailler ensemble, ça n'est jamais uniquement produire, c'est aussi vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il a été complètement laminé par ce déplacement de l'intérêt pour le travail, donc qui était plutôt piloté par les sciences de l'ingénieur, par les techniciens, par des gens qui avaient une connaissance de la matérialité même de ce que c'est que la production et la production de valeur, vers des gestionnaires, dont précisément la caractéristique est de ne rien connaître au travail et de ne rien vouloir en connaître. Parce que dès qu'on met le nez dans la boîte noire du travail, évidemment, des objections surviennent, des objections surgissent contre les méthodes de gestion qui sont introduites. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème nouveau qui surgit dans le travail, on repasse par des méthodes de gestion, on rajoute encore des gestions, on rajoute encore des contrôles supplémentaires et encore des mesures administratives supplémentaires. On recharge encore la barque des managers auxquels, d'un côté, on demande de faire suer le burnous, excusez-moi pour la grossièreté des termes, c'est-à-dire d'exploiter les gens, de les dominer au maximum, et d'un autre côté, on les tient pour responsables si jamais il y a un suicide, donc, ou si jamais les gens décompensent. Donc là, on est dans un système où, évidemment, les cadres vont mal, parce qu'ils sont pris dans une double contrainte, si vous voulez, de faire d'un côté et de faire le contraire de l'autre. Alors, forcément, il y a des cadres qui craquent, et parmi eux, certains qui sont de bons soldats, de vaillants soldats, et qui sont bien au service de leur entreprise, et qui se sont beaucoup employés à cette entreprise, qui se sont beaucoup investis dans l'entreprise, qui se sont beaucoup donnés à l'entreprise. Et c'est souvent les meilleurs, paradoxalement, qui craquent. Et donc des gens dont on ne pouvait pas prévoir qu'ils allaient tomber malades, parce qu'ils avaient tous les signes extérieurs d'être parmi les meilleurs, les plus engagés, les plus impliqués, les plus motivés, les plus performants, toujours over the target, hein, au-dessus de la cible, dans toutes les méthodes d'évaluation prônées par les nouvelles méthodes de gestion. Et c'est précisément ceux-là qui, au moment de la disgrâce, craquent, alors même que peut-être eux-mêmes ont déjà été, d'une certaine manière, des collaborateurs de ce type de pratique à l'égard de leurs propres subordonnés, voire parfois de leurs collègues, qu'ils ont poussés vers la porte, pensant toujours qu'eux seraient en quelque sorte protégés et bénéficieraient de la reconnaissance et de la protection de l'entreprise, jusqu'au jour où c'est leur tour. Et là, ils craquent. Mais ce n'étaient pas des gens particulièrement fragiles psychologiquement. C'est ça le paradoxe, c'est de voir que des gens se suicident alors qu'ils n'étaient pas des bras cassés, et pas des gens déprimés, et pas des gens particulièrement malades. Aujourd'hui, la question se trouve vraiment posée de certains médecins, psychiatres, qui apportent vraiment leur concours à la rationalité de l'entreprise, fût-ce au détriment des malades, au détriment des salariés, au détriment des gens. C'est-à-dire là, c'est en contradiction
frontale avec le serment d'Hippocrate, avec les règles et donc avec la loi. Dans toute cette histoire des plans sociaux et dans cette histoire de gestion des ressources humaines, lorsqu'il s'agit de faire ce qu'on appelle... Là aussi, vous avez des termes bizarres, les plans sociaux. C'est des plans qui sont antisociaux, c'est des plans de licenciement, c'est des plans de réduction des effectifs, c'est ni plus ni moins que ça. Il est bien évident que la façon dont on mène ces plans, il y a différentes façons de le faire, des façons qui sont plus ou moins à la hussarde, plus ou moins brutales. Il y a des endroits où on essaye de faire le moins brutalement possible, ce qui n'empêchera quand même pas que ça pose de terribles problèmes à ceux qui font le licenciement, parce que les ressources humaines, les responsables des ressources humaines, ils sont impliqués là-dedans. Et souvent, donc, beaucoup de managers à différents niveaux sont impliqués. Alors, c'est bien pratique de pouvoir faire recours à un consultant externe, un psychologue, un psychosociologue, un consulting de, je sais pas, un consultant de je ne sais quelle spécialité, pour vous donner des critères pseudo-scientifiques de sélection. Et voilà. Le terme est lancé, c'est la sélection, avec soi-disant des critères objectifs. Les plus mauvais partiront. En fait, on a vu ça chez IBM, on a vu ça dans un certain nombre d'endroits. Il va falloir qu'on ait 10% de gens qui tombent, donc 10% auront une mauvaise évaluation, et vous me trouvez 10% de mauvaise évaluation, et on fera bien des consultants qu'on appelle dans le milieu les killers, les tueurs, ceux qui vont faire les nettoyages. Ce qui se passe dans l'entreprise ne modifie pas que le monde du travail, ne déstructure pas le vivre ensemble que dans le monde du travail. Les gens qui sont en quelque sorte amenés, à cause de ces nouvelles formes de gestion, à consentir à des actes que moralement pourtant ils réprouvent, et naturellement ils le font dans le lieu de travail, mais ils le font évidemment à l'extérieur aussi. D'où la dégradation du vivre ensemble dans l'ensemble de la société. C'est ça la centralité du travail. Le travail, c'est l'organisateur, d'une certaine façon, de la transformation de la cité. Ça marche parce que les gens y apportent leur concours. Donc, ce que permet d'analyser le travail, c'est notamment cette vieille question, de la reprendre à nouveau frais, la question de la servitude volontaire, du consentement à servir un système que pourtant nous désapprouvons moralement et qui pourtant nous détruit. Alors, c'est pourquoi c'est très important de comprendre ça, parce qu'évidemment, ça change complètement tout, de bout en bout par rapport à mes collègues, sur la question de l'action. Si nous sommes co-responsables de l'apparition de ce système, alors, dans ce cas-là, nous pouvons... Évidemment, c'est assez drastique et c'est assez désagréable d'en prendre conscience, mais d'une certaine façon, c'est une chance. Si le système fonctionne, c'est parce que nous y apportons notre coopération, notre intelligence. Donc, nous pouvons aussi faire autrement. Ça veut dire que c'est possible de transformer la situation. Alors ça, c'est un point, pour moi, le plus important, et c'est ça ma divergence avec la plupart de mes collègues. Moi, je pense que c'est possible de faire autrement. Et je pense qu'on finira par faire autrement. Je ne sais pas après quel type de crise et après quel type de soubresaut, et combien il va falloir payer encore en termes de désastres humains, mais je pense qu'on finira par faire autrement, à revenir à ces questions du travail que j'ai essayé de poser là, pour essayer de penser, repenser le travail, remettre le travail au poste principal, sur la question prévalente, en repensant la gestion cette fois-ci à partir du travail et non plus l'inverse, et réenchanter le travail, c'est tout à fait jouable. Mais là, par contre, il faut une vraie volonté. Il faut non seulement des chercheurs, il faut non seulement des gens qui interviennent là-dessus et qui connaissent le travail, il faut des enseignements sur la question du travail, il faut que les gens possèdent les concepts, sinon, si vous ne savez pas le penser, vous ne pouvez pas agir rationnellement. Et puis, ça demande qu'il n'y ait pas seulement des chercheurs, des penseurs, ça demande pas seulement qu'il y ait quelques patrons, il y en a déjà, quelques entrepreneurs, quelques entreprises qui cherchent à trouver des alternatives à l'évaluation individualisée, à ces formes de gestion. Je suis impliqué dans un certain nombre de ces démarches, donc je sais que ça existe. Il y a un certain nombre d'entreprises qui véritablement font des efforts de ce côté-là. Donc c'est possible, y compris dans le système actuel, mais ça ne marchera, ça ne prendra véritablement son développement que quand ce sera soutenu délibérément par des politiques publiques, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement.